Bon, je crois que je ne sais pas comment je vais arriver à modérer tout ce monde parce que ça fait c'est pas bon, ça part mal là. Je- Pas de problème, non, non, pas de problème, t'inquiète, c'était une manière d'entrer, d'entrer en matière. Donc, juste pour rebondir ce qu'a dit M. Fromageau tout à l'heure, c'est que donc, le patrimoine culturel immatériel est défini parce qu'il est porté par des communautés, par des individus. Et là, on est en plein dedans avec les personnes qui sont autour sur ce plateau, avec des différents types de patrimoine immatériel, que ce soit le chant, que ce soit les savoir-faire de la conquiliculture, de la pêche, de la cuisine, de la construction navale, les jeux traditionnels avec les joutes, avec les rames aussi. Enfin, on va voir comment on peut le classer, c'est encore une autre histoire. Voilà. Et donc, en perpétuelle évolution. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans quelle dynamique ça s'inscrit. Hein, c'est-à-dire que ce patrimoine culturel immatériel n'est pas figé, il s'inscrit dans une dynamique, il s'inscrit dans une évolution. Et c'est un peu de ça dont on va tenter de parler, de donner une image là maintenant. Je vais commencer par Annie Carto. Et donc sur la rame traditionnelle, sur le renouveau, qui va nous expliquer le travail qu'elle a fait, qu'elle a impulsé sur le renouveau de cette rame, qui était au départ un outil de travail, hein, voilà, qui pouvait être pénible d'ailleurs, très, voilà. Et donc je pense que les anciens n'auraient jamais imaginé qu'on puisse en faire un loisir, mais bon, c'est des choses qui arrivent, voilà. Bon, oui. Allô, oui, voilà, je suis Annie Carton, donc vite fait, à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à ramer avec mon père qui allait pêcher au loup. Et donc j'étais contente parce que c'était le soir, tout ça, jusqu'à minuit. Donc je ramais, je faisais pas trop de bruit, je m'habituais à ramer. Mes frères, eux, ils venaient pas parce qu'ils faisaient trop de bruit. Et la compensation, c'est que j'allais pas à l'école le lendemain. Voilà. Là, j'ai commencé à ramer. Puis après, j'ai été dans l'aviron. Et vers les 45 ans, là, tout le monde voulait ramer. Je savais pas comment faire. J'ai dit, bien, qu'est-ce que tu fais là, l'aviron? J'oxygène les poumons. Ah ben on va faire la rame traditionnelle pour oxygéner le canal. Et c'est parti comme ça. Vraiment, il y a eu un engouement terrible pour faire revivre cette rame qui, les pêcheurs d'avant, ils calaient les pièces là-bas derrière, ils y allaient à la rame. Après, il y a eu la motorisation. Alors, la rame, là, c'était fini. Ah oui, j'ai dit pourquoi pas relancer cette rame traditionnelle, tous ces gens de mer qui le méritent et qui, en fin de compte, tous ces rameurs ont la mentalité des gens de mer. Tout le monde se donne des coups de main, tout le monde est sympa, le sourire. Vraiment, c'est. Moi, je suis contente parce qu'il y a plein de gens ravis de ramer. Oui, mais ça a supposé quand même de pouvoir reconstruire des bateaux. Enfin, comment vous avez fait pour les bateaux, pour les rames? Parce qu'avec tant de praticiens, comment vous avez fait? J'ai cherché, j'ai mis du temps, j'ai trouvé à la plagette un bateau qui était échoué. Et j'ai été voir la personne, il m'a dit oui, je le vends. Puis bon, quand j'y suis retourné une semaine après, non, il m'a dit si tu veux relancer la rame, je te le prête. Tu fais des moules, tu fais un moule, et puis après tu me ramènes le bateau. Donc on a fait un moule, et puis après là, j'ai trouvé un cuisiniste qui nous a fait des rames. Mais il a bien travaillé. Et voilà, tout a démarré comme sur des roulettes, il y a 30 ans de ça. Oui, donc là, l'exemple, merci, de, voilà, d'une pratique qui continue à vivre en passant du travail au loisir, finalement. C'est une chose. Jean-Michel, est-ce que tu peux nous présenter le travail que vous avez fait avec Marie-Josée? Alors, j'ose plus dire, d'ailleurs, je pense que tu ne diras pas du chant de marin, puisque ça ne s'intitule pas comme ça, mais sur la tradition chansonnière à Sète et autour de l'étang de Thau. Hein, voilà, je crois que c'est peut-être le plus juste. Oui, voilà, on va tout simplement parler même de pratique chansonnière, puisque
dans pratique, il y a à la fois faire, fabriquer, et tout à l'heure je rebondis sur la personne qui intervenait en parlant de mise en œuvre. Quand on va fabriquer une chanson dans la pratique chansonnière, il y a une mise en œuvre qui est spécifique, qui n'est pas celle de la chanson qu'on peut entendre au hit parade. Et donc à ce propos, je cite souvent cette anecdote. Et ce jour-là, il y a à peu près un quart de siècle, Wolfgang et Philippe Carcassès étaient présents. Nous jouions avec les Mours de Port. Donc les Mours de Port, c'était un groupe fondé par Wolfgang et son frère Lionel Lopez et puis l'accordéoniste Pascal Valette. Donc ils ont formé, fin des années 90, un groupe qui reprenait les chansons sétoises, toutes les chansons qu'ils avaient entendues dans leur famille. Alors ce jour-là, c'était à l'époque de la première Starac. Ça n'a rien à voir avec le sujet, apparemment. Nous jouions devant la gare de Sète pour l'opération Pièce jaune. Alors jusque-là, ça n'a rien à voir non plus. Bon. Et en première partie, c'était la chanteuse Loana qui venait de remporter la Starac, qui se produisait. Donc on s'est dit, oh là là, les Mours de Port, les chansons sétoises, passer après Loana et tous ces jeunes, ça va faire un bide terrible. Et puis en fait, Loana a eu le succès qu'elle escomptait, qu'elle méritait. Mais ce qui nous a vraiment scié, c'est que quand les Mours de Port ont joué, on s'est retrouvé à avoir autant de succès. Donc ça nous a amené à une réflexion sur le patrimoine. C'est que tous ces gens, quand ils ont entendu les chansons sétoises, c'est comme si on leur mettait un miroir, vous voyez, on leur mettait un miroir devant le visage et ils se sont reconnus à travers ces chansons. Donc au fil du temps, on a continué à jouer pendant 5 ou 6 ans. Et puis Lionel, qui fouillait toutes sortes de chansons qui se faisaient donner du répertoire, comme on parlait tout à l'heure, il allait chanter avec Archambault, le stréiculteur, il allait chanter avec les anciens. Donc il a enrichi le répertoire, et il en a trouvé dans des greniers, il s'est fait donner des partitions. Au bout d'un moment, on s'est dit, mais ça représente un patrimoine, tout ça représente un patrimoine. Mais les gens qui pratiquent, comme on dit, on ne peut pas faire du vélo et se regarder pédaler. Donc eux, ils n'avaient pas conscience de cette richesse patrimoniale. Donc afin de mettre ça, de donner un peu de recul et de mettre en évidence cette richesse, donc avec ma co-autrice Marie-Josée, mon épouse, nous avons réalisé ce recueil 7 en chansons. Donc on parle de pratique chansonnière. Et je terminerai, puisqu'il y a les gens du Gros du Roi qui sont là, les charpentiers de marine. Donc dans cette pratique chansonnière, on va parler du quotidien et on va mythifier aussi. C'est-à-dire que nous, à 7, on ne va pas être dans la vérité historique ni rien, on va être au-delà de la réalité. On va faire plus et on va mythifier. La chanson de Wolfgang qu'on a entendue, Sandy Milano, on va mythifier la marchande de pâtes, on va mythifier Boule et son café, on va mythifier le bateau promenade, le Popeye qui n'existe plus. Et donc on a à Sète, par exemple, un jeune jouteur, David Gras. Donc lui, il est de Sète et il s'est engagé à la Société du Gros du Roi. Alors ça pourrait faire chichois, hein, comme on dit, parce que de Sète, aller à l'autre bout du monde des joutes. Donc il a écrit une chanson pour se justifier. Il a écrit une chanson, moi je ne sais toi, je vais jouter au Gros du Roi. Donc voilà un aspect de la pratique chansonnière. Et pour terminer avec les joutes, cette pratique qui est vivace depuis la fondation du port de Sète jusqu'à nos jours, c'est-à-dire que des gens comme Philippe Carcassès, Jean-Louis Zardoni, Gilbert Lombardo, Wolfgang et d'autres écrivent encore des chansons. Cette pratique s'est perpétuée essentiellement à l'heure actuelle par le monde des joutes. C'est-à-dire que chaque fois que les jouteurs se retrouvent avant le tournoi, à l'apéro, à la remise des prix, ils vont chanter. Donc certains écrivent des chansons, mais c'est toute la communauté qui reprend les chansons. Donc c'est vraiment un partage, une appropriation. La communauté s'approprie les chansons que certains ont écrites. Et dans cette pratique, souvent, on reprend un air connu. Donc David Gras, lui, il a repris « Mon amant de Saint-Jean », parce qu'il sait que les gens connaissent déjà l'air, il n'a plus qu'à leur donner les paroles, et puis tout le monde va pouvoir chanter ensemble. Voilà, donc je parlais du Gros du Roi, parce que donc avec mon épouse, nous sommes tambour et hautbois de la Société du Gros du Roi, de la jeune Lance Groslaine depuis 1991. Donc on a une histoire de cœur avec le Gros du Roi. Merci à vous. Alors, autre patrimoine vivant, la charpenterie de marine, avec cette fois-ci une implication économique
Alors on change complètement de registre forte, hein, c'est-à-dire que c'est quand on a une entreprise de charpenterie, il faut pouvoir la faire vivre. Donc, si vous pouvez venir, on commence, je ne sais pas par lesquels d'entre vous, Raymond. Allez, le plus dégagé de la chose, et puis tu passeras à tes collègues. Bonjour. Bon, moi, j'ai commencé ma carrière à 7 ans en participant à la construction des 2 derniers chalutiers en bois de 7 ans. Endroit où j'ai rencontré Robert Contreras. En 80, des poussières, il avait 18 ans. Voilà. Et donc, sur les 34 chalutiers en bois qu'il y avait à 7, il en reste 2. 3. Un troisième qui n'a pas été construit ici. Il reste 3 chalutiers en bois. Là. Donc il y a quasiment plus de travail pour les charpentiers ici à 7. Et la charpenterie navale à 7 est morte. Voilà. Maintenant, par contre, on a un bel exemple juste à côté de moi, pas très loin d'ici, au Gros du Roi, où on a une belle succession entre le papa et le fils. Donc je vais leur passer la parole, parce qu'ils pourront beaucoup mieux parler que moi. Bon, je sais pas qu'est-ce que je voulais dire sur mon métier. Je fais ça depuis que je suis né presque. C'est un très beau métier, mais manque de peau. C'est vrai que ça se perd. Hein. Bon, moi j'ai la chance que mon père a tout. J'ai la chance que mon père a tout créé. Et puis nous on a suivi derrière avec mon fils. Et ça marche. Ça marche parce qu'on aime ça. On aime ça. Voilà, on s'investit beaucoup. Et ça marche. On fait la plaisance, la pêche, le polyester. On a allongé des bateaux en polyester. On a coupé des bateaux en bois qu'on les a allongés par l'arrière. On n'a jamais construit. On a très peu construit. Parce que c'était pas intéressant pour nous. Mais on a des chariots pour mettre 200 tonnes. Une grue pour 15 tonnes, on est bien installé. Je ne vais pas me plaindre du métier. C'est un métier très dur, hein, qu'on ne s'imagine pas, c'est un métier très très dur. Voilà, et puis après, c'est beaucoup de travail. Bon, maintenant, avec les matériaux qu'il y a, les grues, les clarks, bon, on est bien équipé, hein, mais bon, voilà. Les chariots, les rails, nous avons tout créé nous-mêmes, sans assécher le Gros du Roi, pour mettre les rails. Et ça marche très bien. Bon, comme je vous dis, il faut s'investir à mort dans ce métier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà, excusez-moi, je suis un peu ému. Ah oui, oui. On a refait les barques, on avait fait avec mon père des barques de joute en bois. C'est lui qui a fait les plans, c'est lui qui a tout fait. Bon. Et puis il s'est avéré qu'une société, c'est pas particulier. Les barques, elles faisaient de l'eau, il fallait les pomper et tout. Alors, en 91, nous avons fait en polyester. On a pris le moule de la barque en bois et on a fait les barques en polyester. Puis après, depuis 91, on n'avait plus rien fait. Alors maintenant, il a fallu les rénover, les faire autovideurs, faire les rames, faire les bancs. Elles sont prêtes pour la saison. C'est des barques magnifiques. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et bien, voilà. Thomas, écoutez, je ne m'arrêterai plus de parler de ce métier, parce que c'est un très beau métier. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire derrière. Bon, la relève. Mais non, tous les jours, mais bon, à part ça. Il n'y a pas longtemps que j'y suis au chantier, il y a quoi, une dizaine d'années. Oui, on commence. Bon, c'est sûr que pour ce métier, bon, il n'y a plus de formation. J'ai passé un CAP à Marseille, mais bon, on apprend mieux sur le tas au chantier. Le CAP, c'est juste pour avoir le papier, le tampon, et marche. Qu'est-ce que... Oh, ouais. On a une bonne équipe. Combien on est au chantier? Ma femme au bureau. On est 5. Ma mère qui fait les papiers, mon père, moi, et on a 2 employés. Non, ça tourne bien. Vous avez du travail autour de
Alors, niveau bois, on a plus de travail sur la plaisance, sur la partie plaisance que sur la partie pêche. Là, on a refait, Par exemple, le voilier qui est à 7, là, le Hector. On a refait le voilier qui est à 7, là. Hector, on a refait le tableau. Voilà, non, je ne vais pas me plaindre. J'attends des bateaux, même un bateau qui vient d'être acheté en Italie, un 30 mètres, qui doit arriver chez nous. Vous voyez, non. Bon, j'ai le moyen de levage, hein. C'est ça qui me sauve, hein. Vous voyez, c'est le moyen de levage. J'ai 4 chariots, une grue de 15 tonnes. Vous voyez, non. Mais ça marche, ça marche. Je ne peux pas le dire. Voilà, il y en a qui se plaignent, c'est sûr que bon, il faut du matériel, hein. Mais tout le matériel qu'on a, c'est nous que nous l'avons fait quand même. Hein. Ah ben le bois on l'a à Aiguemont, on l'a à Sète, on l'a à l'Odève, de l'Iroko, du Niangon, du Frêne. Vous voyez, voilà. On n'a plus les bois d'avant tordus. Alors on se débrouille maintenant avec la colle et le Sikaflex. Mon père, tout le temps, il m'a dit, vous êtes des charpentiers à la colle au Sikaflex. Si vous me lèvez la colle au Sikaflex, vous ne savez plus travailler, il nous a dit. Voilà, c'est des machines modernes qui nous servent pas mal. Voilà, et c'est bien d'ailleurs. Il n'y a plus de clous. On est obligé d'aller chercher le clou en Espagne et les toupes en Espagne. Vous voyez, voilà. Il n'y a plus rien. C'est sûr que les gens, ils ne peuvent pas faire venir des clous s'il n'y en a plus, s'ils ne les vendent pas. Les toupes, pareil. Vous voyez, et on est très peu à calfater. Et pourtant, ça nous arrive. Voilà. Des fers à calfa, tout ça. J'ai un fer à calfa qui doit avoir au moins 100 ans. Qu'on m'a donné le chantier Palombo à Agde. Hein, je ne sais pas si vous voyez, bon, il est fermé maintenant. Et le gars m'a donné son fer à calfa. J'aime mieux me le faire à calfa que ma femme, vous voyez. Je déconne, hein. Je déconne un peu, mais franchement, c'est un outil précieux, ce machin, parce on peut en acheter à où c'est déjà, où on a acheté à l'abordage, mais c'est des bouts de fer, quoi. Ça ressemble à rien. Vous voyez, voilà. J'ai un maillet qui a, je ne sais pas quel âge il a, le maillet. J'ai dit à mon fils, prends-en soin, vous voyez, parce qu'on n'en aura plus. Hein. C'est malheureux de dire ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas du débit. Il n'y a pas du débit, comme les clous. Il n'y a pas du débit. Encore on trouve du bois. Encore on trouve du bois. Voilà. Bon, j'en ai assez dit, parce que là, je ne vais plus m'arrêter. Tout a été dit, vous savez, maintenant c'est un métier que... je parle fort, je peux bien normalement du micro. Non mais c'est vrai que le métier est en voie de disparition. Hein. C'est terminé. Hein. On n'a plus le matériel, on n'a plus des ouvriers, on n'a plus rien. Ça devient vraiment, vraiment compliqué pour nous. Surtout, je parle pour Sète. Hein. Je ne parle pas pour lui, il a son propre chantier, son propre élevage. Ça n'a rien à voir. Nous, à Sète, nous sommes vraiment en perdition complète. Les charpentiers sont en perdition. Entre les travailleurs noirs, les associations, on a un chantier comme moi, s'il n'est pas, moi je suis seul. Bon, à mon âge, je peux me le permettre. Mais je ne peux pas m'embaucher quelqu'un à l'année, c'est impossible. Il n'y a pas assez de boulot à l'année pour embaucher quelqu'un. Voilà, ça devient très, très, très compliqué. Et moi, j'ai embauché Raymond pendant des années, on était 8 à l'atelier, c'était une autre époque, il y avait 40 ou 50 chalutiers, plus la plaisance, il n'y a plus rien. Les chalutiers, qu'est-ce qu'il en reste combien maintenant? 11 chalutiers. On était 55 chalutiers. On travaille le dimanche. Voilà. Peut-être parler de ton expérience aussi en Corse, bon. parce qu'il y a la collectivité qui est là. Bon, moi, je me déplace beaucoup. Spano, je ne sais pas si tu bouges beaucoup du chantier. Vous restez à la maison, vous. Moi, je suis obligé. Bon, et j'aime aller. La Corse, j'aime beaucoup. Ça fait des années que j'y vais. Je travaillais pour eux. J'ai travaillé pour les phares et balises de Corse, les phares et balises de Sète, Marseille, tous ces gens-là. Bon, j'ai la chance de connaître quand même pas mal de gens. Mais sinon, si je reste à Sète, c'est pas viable. C'est pas viable. Voilà. Que faire? Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, j'ai 80 balais quand Eh bien, je t'en donnais plus. même. 6 mois. Non, mais il n'y en a plus, des charpentiers, il n'y en a plus, ça y est, il n'y en a plus. C'est les derniers, bon, il y a le fils.
Spano maintenant, et après... Voilà. Je vois que- Raymond Dublanc, il n'en veut plus, il est à la retraite. Moi, encore 2-3 ans, et c'est bon, hein, on est bon. Voilà. Qui va réparer les bateaux? Il y en avait, il y avait Je vois que de ça, partout. Trentaine, non, trentaine, quarantaine, il y avait peut-être. Oui. Et j'ai oublié les joutes. Ils sont tous morts, hein. Bon, Ils sont terminera tous par les morts. Ouais. Oui, je vois que je veux dire que cet échange-là, je m'excuse de vous couper, mais ça montre quand même la fragilité de ce patrimoine, de tous ces patrimoines où il y a une dimension de savoir-faire. Quoi. Parce que selon les conditions économiques, selon comme vous disiez, on ne trouve plus les outils. Bon, il faut trouver le marché, mais ça paraît bête, quoi. Il n'y a pas trouvé les outils, quoi. Moi, dans un autre... On trouve des outils quand même. Non, peut-être vous n'avez pas compris. Il parle des fers à Calfa. Moi, ma caisse de Calfa, je ne la prête à personne. Le seul qui a touché mes outils à Calfa, c'est Raymond, parce qu'on est amis, parce que bon, je sais qu'il prend soin, mais ma caisse à Calfa, je ne la prête à personne. C'est ce qu'il voulait dire. Après, les Calfa, on en trouve, mais ils ne sont pas bons, donc on est obligé de les faire modifier, de les marteler, de les donner à un chaudronnier qui nous les répare et tout. Bon, voilà. C'est un peu ce que je dis quand même, quoi. C'est pas les outils. Avant, c'était le charpentier se fabriquait avec des boulons, les fers lui-même. Hein. C'est vrai, hein, tu te rappelles. Hein. Moi, je sais que ma caisse, je ne la prête à personne. Voilà. Ouais, ça oui, ça y est encore, heureusement, oui. Ouais. Terminé, oui. Ouais. Une question, allez. Ce que vous soulevez sur le problème des outils, des fers et tout ça, c'est propre à la France ou c'est mondial, ou européen au moins? C'est une perdition d'artisanat qui est propre à chez nous, ou même en Italie, en Espagne, chez nos voisins les plus proches? Non, en Italie, en Espagne, il y a beaucoup de Il y a une charpentiers, baisse aussi? Ah non, ça continue. Oui, il y a quand même, il faut encore pas mal de bois, oui. Ouais. Et leurs outils aussi? Et les outils, je pense, je ne sais pas trop, à vrai dire. Ah, c'est intéressant de voir si nos voisins vivent les mêmes choses. Je ne sais pas. Ouais. En fait, là, je sais que moi, j'ai essayé de travailler dans les chantiers en Espagne, comme Rosas et compagnie. Ils ne m'ont pas voulu. Ils ont dit, attends, c'est les Espagnols qui sont ici, c'est les Espagnols qui travaillent. Nous, les Français, on n'en veut pas. Mais nous, à 7, quand il y a eu l'Europe, on a fait rentrer tout le monde. Tu te rappelles? Et nous, quand il y avait les coûts d'assurance, on ne travaillait plus. C'était les Espagnols qui venaient, ils faisaient les devis, ils faisaient le boulot, et après, ils étaient beaucoup plus chers que nous. Mais les assurances marchaient à la combine. L'Europe, hein, à la perte des charpentiers. Qu'est-ce qu'on a pris? On a été obligé de débaucher, et doucement, on se retrouve que, voilà. Hein, oui, le polyester a pris le dessus aussi, oui. Mais bon. Oui, le polyester a pris le dessus. Mais si on n'est pas outillé pour suivre, pour avoir des machines de levage et de tout, on crève de faim. Parce que moi, le chantier, je suis en ville. Je suis entouré, j'ai des pontons, j'ai des bateaux que je carène, que je garde à l'hivernage et que je l'entretiens. Parce que s'il fallait uniquement faire que des bateaux, on aurait crevé de faim. Hein. D'ailleurs, tous les charpentiers. Moi, j'avais Borg chez moi, là-bas. Il a eu plus de bateaux à faire, il a arrêté. Hein. Voyez, faut pas... Mon père, ça n'a jamais été son idée de faire des bateaux. Il a dit, petit, ne faisons pas de bateaux, on va crever de faim. J'ai des chariots à roues, hein, parce que pour tirer un 150 tonnes, je mets un quart d'heure, demi-heure, vous voyez. Voilà, à roues, il faut aller vite. Je veux pas concurrencer l'élévateur, non, jamais de la vie. Il nous a empêché cette merde, cette là. C'est vrai que ça nous fait un peu de tort, mais enfin, je me démerde, hein. Je me démerde de l'autre côté, on y arrive. Vous voyez, au Gros du Roi, ils ont empêché un 80 tonnes. Heureusement qu'ils n'ont pas empêché un 150 tonnes. Autrement, je crèverais de faim. Mais enfin, ça va. Le bois, il ne le touche pas là-bas. Hein. Vous voyez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire.
Parle de la pêche un petit peu. Qu'est-ce que tu as là? Non, mais bon, nous, sur les chantiers, c'est bon, tout est dit là. Hein. Il n'y a pas longtemps et vous êtes en Espagne. Hein. Je reste là. Juste pour rappeler la mémoire d'André, puisque dit M. Spano, qui dit nous, on n'a jamais construit, on a toujours fait des réparations. Et André, il disait, moi, j'ai jamais gagné d'argent en faisant des bateaux neufs. C'est les réparations qui me faisaient gagner de l'argent avec les chariots et autres. Mais c'est important parce que ça montre la beauté du métier, la construction de ces bateaux qui sont très très compliqués et très difficiles et qui aujourd'hui n'ont plus la réalité économique que ça demande pour faire vivre des chantiers. C'est-à-dire que construire un bateau bois, vous avez un tiers de fourniture et 2 tiers de main-d'œuvre. Et que maintenant, effectivement, il n'y a plus beaucoup de personnes qui sont en capacité financièrement d'assurer ces 2 tiers de main-d'œuvre. Mais ceci dit, au niveau de. Toujours pareil, la conservation du métier, de la mémoire et autres, il y a quand même des gens derrière qui essaient de se former. Et c'est important que ceux qui savent encore faire transmettent ce genre de choses. Et c'est mon point de vue. Oui, non, juste une question. Nous encore, ça se pose déjà, puisque heureusement que deux C3 sont venus l'année dernière pour faire le calfatage de 2 felouques ajaxiennes, fabriquées, qui étaient sorties les dernières qui sont sorties des chantiers Nobili des années 70-80. Donc on est déjà confronté à l'absence de charpentiers de marine. À l'heure où, sur les ateliers précédents, on évoquait l'inscription monument historique de bateaux, à cette prise de conscience d'inventaire et de conservation du patrimoine, le témoignage que nous avons là est plutôt pessimiste, parce que si on n'a plus de charpentiers de marine, qu'est-ce qu'on va faire de ces bateaux monuments historiques ? Peut-être pas d'activité, pas de bateau. Vincent, tu vas pouvoir en parler là. Il ne dit pas les mensonges, hein. Ah non, non, surtout pas. Après, la pêche, c'est large. Donc, dites-moi un peu ce que vous voulez entendre et si je suis en capacité. Ah, qui je suis? Alors, moi, je suis Vincent Scotto. Je suis président de la coopérative des pêcheurs de Sept-Molle. Voilà. Donc, je suis également armateur d'un chalutier en acier et en aluminium. Désolé. J'ai eu des bateaux en bois à l'époque. Robert a travaillé pour moi d'ailleurs. Il m'en a refait un. Mon premier de ma carrière d'ailleurs, qui prenait l'eau régulièrement. Le Marine Adrien, tu t'en rappelles hein? J'avais 18 ans. Voilà, j'ai démarré ma carrière avec un 18,50 m qui datait des années 50-60. Ça a été mon premier bateau. Donc après, bon, il a fallu évoluer. On a suivi un peu l'engouement qu'il y avait. Bon, à la pêche, il a fallu s'installer de manière à pêcher du poisson bleu, d'ailleurs, qui est mon espèce à moi, phare. Hein. La sardine a un choix. Donc c'est équipé d'unités performantes pour justement pêcher ces espèces-là, qu'aujourd'hui, nous ne pêchons plus. Donc dites-moi qu'est-ce que vous voulez entendre. Je suis également fabricant de tchèle aussi. Voilà, ma femme tient un commerce de tchèle. Donc voilà, je pêche, nous transformons, nous vendons voilà, le produit de la pêche du bateau. Voilà. Et quand il me reste un peu de temps, parce que les journées sont longues, je défends les intérêts de mes pêcheurs, donc tous mes pêcheurs, toutes les pêches. Voilà, je tiens bien à le dire. C'est du petit métier jusqu'au plus gros, le tonnier seineur, voilà, où je défends les intérêts au point de vue local, national et international. Voilà. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Quentin, je suis ostréiculteur sur le bassin de Thau. Je suis issu d'une... Alors,
Vous verrez, je n'ai pas l'accent du sud, c'est normal. Je suis issu ma mère est sétoise, mon père est lyonnais. Je suis né à Lyon, mais j'ai vécu toute ma vie ici, mais j'ai jamais pris l'accent. Voilà, ça c'est à mon grand malheur, c'est comme ça. Mon père est également pêcheur aux palangres. L'un des derniers en CMP d'ailleurs du coin, enfin, ils seront quelques-uns encore. Donc je travaille avec ma conjointe Emeline, qui ne peut pas être présente aujourd'hui. Nous, donc en fait, on partage énormément notre métier sur les réseaux. Pourquoi ? Car on s'est rendu compte, lorsqu'on est monté à Paris pour le Salon de l'Agriculture en 2020, donc on avait obtenu une médaille d'or là-bas, donc on était super heureux, etc. Et quand on a commencé à parler avec des Parisiens et autres, on s'est rendu compte qu'en fait, la conchiculture, personne ne connaît ça. Enfin, en Méditerranée, elle est très peu connue du moins. Et on s'est dit, c'est pas normal. C'est un métier qui est extraordinaire, surtout en Méditerranée. On a une qualité de produit qui est exceptionnelle. Il faut faire découvrir ça. Et donc l'idée est partie, en plus après derrière il y a eu le Covid, donc derrière on s'est dit tiens on va faire une petite vidéo pour présenter le métier. Une chose simple, le collage des huîtres sur corde, qui est vraiment comment dire, la façon de faire qui est traditionnelle en Méditerranée. À partir de là, ça a très très bien fonctionné, les gens étaient curieux. Les gens étaient demandeurs de comment ça se passe dans le métier, etc. Donc on a continué. On a continué. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que énormément de personnes sont curieuses de se lancer dans ce métier grâce à ce genre de vidéos, grâce à ce genre de communication. Donc aujourd'hui, comment dire ? Aujourd'hui, on est vraiment super contents car on a beaucoup de jeunes qui sont lancés grâce à nous. Ça nous fait énormément plaisir. À côté de ça, on essaye de toujours garder ce côté très traditionnel du métier, mais on essaye d'innover aussi. Par exemple, récemment, on a découvert qu'on pouvait faire du captage d'huîtres naturel sur le bassin de Thau. Donc jusqu'à maintenant, on faisait rarement du captage d'huîtres. C'était surtout côté Atlantique. En fait, on se rend compte que sur le bassin de Thau, on a une richesse sur le captage qui est juste énorme, qu'on peut être autosuffisant en huîtres sans avoir recours à des écloseries ou à du naissin venant d'Atlantique. Voilà, on essaye d'innover, on essaie de faire voir ça sur les réseaux, on essaye vraiment de retransmettre un maximum au public, aux jeunes et même aux moins jeunes le métier, histoire de faire découvrir ce métier qui est fantastique et avec toutes les pratiques qui vont avec, quoi. Quand vous dites que vous avez des retours sur ce que vous publiez, est-ce que c'est des retours par les réseaux ou est-ce que vous en avez aussi des retours chez des gens, chez des clients qui viennent, qui vous en parlent Alors, grâce au réseau, on a énormément de clients qui viennent nous rencontrer, qui viennent découvrir les produits. Sur les réseaux aussi, hein, donc par exemple, j'ai un ami sur Arcachon qui s'est lancé dans le métier grâce aux vidéos. Alors même si c'est sur Arcachon, en fait c'est la philosophie, le travail du produit de l'huître hein, et même des moules, hein, parce qu'on fait les deux. Ça l'a tellement intéressé, il s'est dit, mais en fait, voilà, j'ai lâché mon job de vendeur de voitures pour me lancer dans ce métier grâce à vous, grâce à vos vidéos, grâce à cette philosophie. Après, donc, pour les clients, pareil, on a énormément de clients qui viennent nous découvrir à la dégustation ou à la production pour échanger, découvrir les produits. Donc ça amène énormément de choses. Ça amène aussi des petits partenariats qu'on n'aurait jamais cru. Donc, ce partage. Par exemple, voilà, quand on parlait d'innovation, on va tester de nouveaux paniers, un nouveau style de culture. Donc, c'est ce qu'on appelle du roll oysters. Le but, c'est de faire rouler les huîtres, car les huîtres ont une certaine mémoire de forme en quelque sorte. Le but étant de les rendre un peu plus rondes, un peu plus charnues, etc. Donc là, ça va être en phase de test à partir du mois prochain d'ailleurs. Et tout ça, pareil, on va toujours échanger, faire découvrir sur les réseaux, tout ce côté un peu innovant. Mais à côté de ça, on aime bien aussi le côté traditionnel. Voilà, j'ai refait voir comment on faisait avant pour coller les huîtres sur les boîtes palétuviers. Donc c'était assez rigolo, retrouver des boîtes palétuviers collées à la cuillère derrière. C'est assez marrant. Aussi, et vous avez utilisé, tu m'avais dit que vous les aviez... vous avez fait le levage d'huîtres derrière. Oui, pas seulement pour montrer. le but c'était de voir si ça poussait bien, ça poussait super bien. Les anciens, ils n'étaient pas bêtes, hein, ils savaient comment faire. Et derrière même, on a eu l'idée avec Emeline, pourquoi pas, de repartir un peu à l'ancienne, de prendre une petite barque à rame et d'aller faire les huîtres à la rame à l'ancienne, voir comment ça se passait. Car à mon avis, ça devait être encore un autre métier, un autre effort à ce moment-là. Et pareil, le but c'est toujours de faire découvrir et de retransmettre sur les réseaux, etc. Voilà.
Tu peux repasser à M. Scotto. Vous n'avez pas parlé trop de la tielle. Est-ce que vous faiaites quand même un plat emblématique de Sète? On vient rarement à Sète sans revenir. Enfin, moi, quand je viens à Sète, je reviens avec une tielle à la maison. Vous faites des choix. Voilà, c'est... Alors, attendez, la tielle, moi je vais vous expliquer un peu. Allez. Il y a tielle et tielle. Voilà. Parce que je suis bien placé pour le savoir, parce que en fait, tout le monde s'est accaparé ces dernières années un peu la tielle. Il faut savoir que la tielle, à la base, c'est un plat familial que la maman fabriquait pour son mari et ses enfants. Surtout pour le mari, quand il partait en mer, c'était un peu le casse-croûte pour la journée en mer. Donc, c'est venu d'Italie dans toutes les familles. Chaque famille a un peu sa manière de la faire. La base, j'ai envie de dire, c'est le poulpe. Ça s'est perdu à 7 parce que si je fais les comptes, on doit être 3 voire 4 à mettre réellement du poulpe de Méditerranée dans nos tielles. Donc voilà, il y a tielle et tielle. Aujourd'hui, pour ma part, je suis en train, comme ça vous aurez un scoop, je suis en train de travailler sur un label rouge pour labelliser ma tielle. Donc je pense que quand le process sera terminé avec Certipack, d'ici 2-3 ans, on aura certainement une première tielle labellisée à 7, qui sera la mienne. Alors Robert, je vais te répondre. J'ai 3 personnes qui travaillent. De temps en temps, il faut un peu qu'ils se reposent. Et tu n'as pas de chance parce que le mercredi, c'est notre jour de fermeture. Désolé, messieurs, dames, il n'y a pas de tiers. Merci beaucoup. Et donc vous allez directement du bateau. Donc c'est des poulpes que vous pêchez qui sont transformés. Alors, là, vous voyez, là... Vous l'avez dit à moitié tout à l'heure. Je vais aller, quand je vais partir, là, je vais aller au bateau. Je vais aller les nettoyer. Et je vais les porter à ma boutique pour demain. Ah, merci Jean-Pierre. Je reconnais un connaisseur, un fin connaisseur. Hein? Et il démentira pas sur le fait que maintenant, il y en a beaucoup qui ne jouent pas le jeu, hein, comme on dit à 7. Hein? Ils ne jouent pas le jeu, hein, Jean-Pierre. Merci. Et merci beaucoup. Donc, je croyais qu'il fallait qu'on revienne sur la tielle, effectivement, sur ce type de choix. Parce que moi, je trouve que c'est important de pouvoir le dire, quoi. Voilà. Quand on choisit la qualité du produit et qu'on veut la défendre et qu'on y est attaché, quoi. Voilà. Adrienne, merci. Adrienne Verducci, qui était une personne âgée, qui était paraplégique, qui s'est déplacée en fauteuil. Elle, lui, a appris à faire des tielles. Il avait 14 ans à l'époque, 13-14 ans. Et les tielles, en fait, étaient faites par Adrienne pour aller les échanger contre un peu de café, un peu de sucre, un peu de farine. Et au fur et à mesure, donc, la tielle s'est fait connaître au niveau pas des pêcheurs, parce qu'ils la connaissaient, comme disait Vincent, tout le monde faisait la tielle, elle vient de loin, d'Italie, etc. Et donc, la personne qui a stabilisé la tielle telle qu'on la connaît aujourd'hui et que tous les tielleurs, j'invente le mot, mais je crois que tout le monde parle comme ça, tous les tielleurs qui font la tielle aujourd'hui font la même, en fait. Et c'est assez étonnant et en même temps rassurant, parce que c'est une identité très locale et c'est vraiment du patrimoine culinaire, on peut l'appeler comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Achille Verducci, qui était un cousin, enfin un petit-neveu d'Adrienne, et sa sœur Raymonde, ils avaient deux petits magasins où ils vendaient un peu de poisson et ces fameuses tielles. Et donc, David est allé sous les escaliers, actuellement où se trouve l'office de tourisme, a fabriqué pour Achille, qui lui a demandé, les premières tielles qui se sont vendues au niveau d'un commerce au public, aux touristes, dans le cadre du marché aux poissons qui existait à l'époque et qui était le marché en béton. Je l'ai rencontré, mon beau-père, à 5 ans et demi, et comme dirait Obélix, j'y suis tombé dedans quand j'étais petit. J'arrivais et je voyais les poulpes qui étaient cuits, qui étaient passés par le hachoir, ils préparaient les sauces, et quand je partais de l'atelier, on savait que j'en boucanais la tielle dans toutes les rues. Comme aujourd'hui, ceux qui savent faire les tielles ont une odeur très particulière. Et la cuisson du poulpe, elle est nulle.
on sait que quand on met du poulpe dans l'entier, elle a l'odeur, pour ceux qui connaissent. Et ça ravit les palais d'ailleurs. Et donc, à la suite de ça, Achille a augmenté son magasin, il est devenu restaurant, et mon beau-père est allé chez Raymond de Verducci, qui est la marraine, qui est la marraine de mon petit frère, donc ça se fait un peu en famille, tout ça. Et tous les tielleurs d'aujourd'hui sont au moins passés chez Raymond de Verducci, parce qu'à l'époque, les week-ends, ils allaient aider mon beau-père pour avoir le prêt du dimanche. On te donne 5 euros, enfin 5 francs, pardon, à l'époque, ce n'était pas les euros, même peut-être les anciens francs. Et ils allaient, dans le dimanche, donc la famille Siani, la famille Bodassi, enfin voilà, tous ces gens allaient faire des tiels pour donner un coup de main à mon beau-père. Et oui, je fais vite, pardon. Et donc, il a monté un commerce il y a quelques années à la rue Paul Bousquet, chez David, et je pense que toute la population de Sète connaît le magasin. Et donc, il a été remercié et récompensé par tous les tielleurs de Sète qui l'ont désigné comme patriarche de la tielle. Voilà, je pense que c'était une juste récompense. Merci. Merci beaucoup pour ce rappel historique. Allez. Et bon, à tout seigneur, tout honneur, on va terminer à 7 par les joutes. Voilà. Je cherche ton prénom, Jean. Non, Sébastien Fabre, pardon. Sébastien Fabre. Donc sur les enjeux culturels, bon, les joutes, tout le monde connaît, mais peut-être sur les choses auxquelles tu es peut-être plus attaché, sur la dimension culturelle des joutes. Qu'est-ce que tu entends par la dimension culturelle et comment vous agissez dans ce sens-là? Déjà, dans un premier temps, je souhaiterais quand même indiquer que les joutes rassemblent la somme de toutes les activités qui sont rassemblées aujourd'hui sur ce podium. Je vais commencer par Annie Carto, qui est représentante de la rame traditionnelle. Les joutes, les barques de joutes sont propulsées par des rameurs, qui à la base étaient des rameurs qui allaient à la mer, voire à l'étang, mais qui étaient des rameurs avérés, et qui exerçaient tous les jours et qui venaient s'amuser, entre guillemets, le week-end, à propulser les deux barques de joutes. Ensuite, les charpentiers de marine, les oboïstes, donc, qui représentent la musique on va dire traditionnelle du défilé jusqu'au combat. Au niveau des joutes, c'est une composante très importante pour moi. Enfin, j'attache beaucoup d'importance à cette musique-là. Les charpentiers de marine qui ont œuvré pour la fabrication des barques de joutes qui étaient sur le moule alors là, par contre, je vous demanderai juste de m'aider. Je pense que c'était des chaloupes au départ, et qui ont été transformés ensuite en barque de joute avec une bigue qui s'est mise à l'arrière. Les ostréiculteurs et les pêcheurs, donc les pêcheurs, je l'ai dit, ils étaient représentés par les rameurs, mais les ostréiculteurs qui étaient plus du côté étang et donc qui représentaient un petit peu les pêcheurs de petits métiers. Et ces pêcheurs, que ce soit des pêcheurs à la mer ou des pêcheurs à l'étang, s'affrontaient le week-end lors des tournois de joute. Donc, ça fait plaisir de savoir que les joutes, finalement, c'est la somme de toutes ces activités. Et donc, quand on parle de culture, il faut associer toutes ces activités-là. Bravo. Non, mais on avait discuté en off aussi de tout ce qui est aussi la différence entre est-ce que les joutes est un sport ou jeu? Voilà, c'est ça. Alors moi je défends un petit peu, en tant que représentant de la Ligue, je suis un peu garant des traditions, et ça me titille un peu d'entendre toujours la connotation sport associée aux joutes. Certes, la pratique devient de plus en plus sportive, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que l'être humain ayant évolué avec le temps, ça devient plus des joutes de force, mais ça devient aussi des joutes athlétiques, avec beaucoup d'équilibre. Donc là, on peut effectivement faire le penchant avec le sport, mais les joutes, alors ça c'est la joute, la pratique c'est la joute, et les joutes c'est une association de beaucoup on va dire de vecteurs qu'on s'efforce à maintenir tout le temps à travers les années. Et notamment les joutes, c'est des transmissions intergénérationnelles. Donc c'est de père en fils, ou dans la famille, il y a toujours un lien familial dans les joutes.
Et c'est en ça que... Alors, il y a ce vecteur intergénérationnel, mais il y a aussi des valeurs de la vie. Parce que les joutes sont fondées sur un combat chevaleresque. Je ne vais pas reprendre l'historique des joutes, tout le monde la connaît un petit peu, ça vient des chevaliers, et donc il y a toujours cette valeur de franchise, de loyauté envers les adversaires. Donc tout ça, il y a le côté festif. Donc, comme je vous l'ai dit en aparté, si on doit s'apparenter à du sport, on ne fait pas d'apéro avant. Alors que le joute, on fait beaucoup d'apéro avant. Bon, ça c'est cliché, hein, mais il y a le côté quand même festif. Alors, ici, il y a beaucoup d'acteurs des joutes qui sont représentés notamment par les oboïstes, dont fait partie Wolfgang, qui est donc le grand prêtre de cette cérémonie. Mais ils savent ce que veut dire le folklore, la tradition, la fête. C'est une association de tout ça. Et moi, je tiens juste à rappeler que les enfants sont élevés dans ces valeurs-là. Le respect, la franchise, la camaraderie. Et ça, je pense que de nos jours, c'est important de rappeler toutes ces personnes-là. L'être humain a ces valeurs-là. Non, je voulais juste dire que, Monsieur Fromageau, si vous nous entendez, vous avez le dossier d'inscription au patrimoine culturel immatériel dans ce que vient de dire Monsieur Fabre à l'instant pour les joutes. Peut-être une question à Sébastien par rapport à... On parlait tout à l'heure avec la protection du patrimoine, avec la notion de risque que certaines pratiques se perdent. On en a souvent parlé, même s'il y a quand même une vitalité avec des écoles de joutes, il y a aussi certaines traditions, certains codes dans les joutes qui peuvent amener à s'inquiéter. Si tu peux peut-être faire quelques exemples de ça, des fils de retour, commissaire. L'inquiétude, elle est... alors je vais rentrer dans un axe qui peut faire débat, mais je trouve que la mondialisation n'est pas pour autant, n'est pas quelque chose qui garantit la tradition dans le temps. On est rattrapé par des phénomènes de société auxquels on échappait jusqu'à maintenant. Donc de l'inquiétude, il y en a. Certains fléaux de notre société viennent un petit peu aggraver certaines choses, certaines valeurs, certains codes. Mais on se bat, c'est du combat. Là où on était tranquille, là où on se laissait aller au fil des années, attendant patiemment les joutes, le jeu, de nos jours, on se bat l'hiver, toutes les saisons, pour arriver à offrir un spectacle digne de ce nom l'été. Donc ça veut dire que ça va de l'aspect réglementaire, parce que c'est un jeu où il y a un cadre réglementaire qu'il faut respecter. Et le problème, c'est que la société est faite de manière à contourner les règles que l'on établit. C'est vrai, c'est mon opinion, je ne demande pas ce que tous les gens adhèrent à ça. Mais on le retrouve malheureusement aujourd'hui dans nos joutes. On essaie de contourner le règlement au lieu de le respecter à la base. Et donc ça, on s'efforce toujours à le maintenir. Pourtant, c'est facile. Hein. On va prendre un exemple du Sud. On joue à la pétanque, on met le pied dans le rond, on ne le met pas à côté. Mais il y a des gens qui vont essayer de savoir comment on peut mettre un pied en dehors, un pied dedans, dans le rond. C'est toujours comme ça. Mais bon. Donc ça a tendance un peu à se multiplier. Voilà. Donc après, pareil pour la musique traditionnelle, vous en êtes impacté. On a des peignats qui animent les tournois de joute l'été, c'est bien, ça fait de l'ambiance, etc. Mais il a fallu codifier un petit peu le timing entre la peña et la musique traditionnelle pour respecter la musique traditionnelle qui était couverte par les peignats. Donc si on se laissait aller à ne rien faire, les joueurs de hautbois et tambour jouaient, mais n'étaient pas entendus. Donc là aussi, c'est un petit rappel au respect de la tradition. Les défilés, on a tendance, avant c'était une fierté d'aller défiler dans les rues de la ville. En plus de ça, je profite, je fais une petite parenthèse, on a un représentant des joutes quand même, le charpentier de marine, mais aussi champion de joute à son époque, M. Spano a remporté quelques tournois de joute en trichant, mais il les a gagnés quand même.
Non, c'est pas vrai. Il triche pas. Mais en fait, voilà, je souhaitais lui rendre hommage parce que son fils est un shooter. Il a tout approuvé. Lui, il a déjà prouvé. Et on se rappelait, moi qui suis d'une génération intermédiaire entre sa génération et les plus anciens, moi j'ai vécu à travers mon père certaines histoires qu'on s'amusait à se rappeler tout à l'heure voilà, dans l'arrière-salle. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est un combat. Maintenir les traditions, c'est un combat. Et on ne baisse pas les bras, quoi. Voilà. Alors, pour boucler la boucle, comme disait ma petite fille, les barques de joute construites par les charpentiers, propulsées par les rameurs, c'était des moreaux de port, et c'est le nom du groupe, hein, monsieur Wolfgang, il dirait. Peut-être, il y avait alors, une initiative, là je sais que bon, monsieur Adrami n'est pas contre l'idée. Hier, pour ceux qui n'ont pas assisté à la table ronde d'hier, on a commencé Patrimoine en escale avec les zones protégées. En fait, Adrami, ce qui était intéressant, c'est que l'exemple en Mauritanie, et que le patrimoine culturel, finalement, est la locomotive d'un écosystème. C'est-à-dire, on a assisté là à un constat qui était quand même assez pessimiste. Bon, dans les joutes, on a la chance que les joutes languedociennes soient peut-être celles qui ont été les plus conservées. On a encore des musiciens, on a la tenue qui est respectée, il n'y a pas trop de logos de sponsors, il y a encore des défilés. Mais quand même, globalement, il y a un constat qui est assez alarmant par rapport notamment aux charpentiers, par rapport aux chaluts. Adrami, ton témoignage d'hier vient en résonance parce qu'il était quand même nourri d'optimisme par rapport au fait que votre patrimoine culturel est vecteur d'une économie et d'une certaine protection, si tu peux témoigner. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, c'est vrai que nous, dans le parc national du Bandarguin, n'a droit d'y pêcher dans cette enceinte que des embarcations à voile latine. Ça, les embarcations motorisées sont interdites. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces embarcations à voile, depuis 1976 jusqu'à maintenant, on a construit un chantier naval. Ce chantier naval a été... nos charpentiers ont été formés par le chantier naval de l'Enfer à Douarnenez. Pendant 8 ans, ils étaient avec eux au niveau de la Mauritanie, au niveau du parc national du Bandarguin. Maintenant, ils sont bien formés, ils peuvent faire donc la lanche toute seule, ils peuvent même faire évoluer les plans. Sauf que, c'est là où c'est un peu comme vous, quelque part toujours, à un moment donné, ces charpentiers achetaient du bois de mauvaise qualité pour évidemment diminuer le prix. Eh bien, les propriétaires de lanches, les pêcheurs, donc ils réparaient le plus souvent leur lanche. Donc, ils trouvaient ça un peu cher d'aller à chaque fois au chantier pour réparer leur lanche. Alors, ils ont commencé un peu à quitter le chantier, ils ont commencé à plastifier les lanches. Ben, ils les couvrent avec une résine en bas et tout ça. Alors, le problème maintenant, c'est que nos charpentiers commencent à un peu ne pas avoir de travail, c'est comme un peu ici, ils commencent un peu à chômer. Alors, nous, on s'est posé la question, on s'est dit, bon, première démarche, comme quoi il faut toujours quand même croire à l'avenir, il y a une possibilité de changer ça. La première des choses, c'est de faire une démarche auprès de l'UNESCO d'abord pour classer donc ce patrimoine de l'humanité. L'UNESCO n'a pas beaucoup d'argent, je ne sais pas s'il est là, mais au moins c'est un label qui vous permet après de lever des fonds. C'est juste un label. L'UNESCO ne donne pas l'argent, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Par contre, leur label est important. Quand vous l'avez, vous pouvez aller démarcher ailleurs pour soulever, pour lever des fonds. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, on a dit à nos partenaires, écoutez, nous, on ne peut pas se contenter de la plastification. Parce que d'abord, ce n'est plus l'intégrité de la langue qu'on avait, ce n'est plus l'identité imraguenne qui est là. Elle est modifiée par cette résine. Nonobstant même la pollution qu'elle va faire, la pollution chimique qu'elle va faire, nonobstant l'insécurité, parce que de toute façon, le bois, il faut qu'il respire. Et comme il est calfeutré dans le zinc, à la fin, il pourrit et la lange peut se casser. Donc, on est en train de faire une démarche auprès de nos pêcheurs eux-mêmes,
que ce qu'ils ont suivi, la voie qu'ils ont suivie n'est pas une bonne voie. Sécuritairement, elle n'est pas bonne. Identitairement, ils vont perdre leur identité. Et troisièmement, ça pollue la mer. Donc ça, c'est pour les convaincre un peu. Actuellement, on a des partenaires qui vont s'engager à reconstruire à peu près 40 langes. Nous, on a 114. 40 langes, parce que je suis actuellement à 80 langes plastifiées. 80% en tout cas. Elles ne sont pas toutes en activité. 80% des langes sont déjà plastifiées. Alors, on va reconstruire 40 avec des fonds, avec nos partenaires. Ça, c'est pourquoi? Pour que justement les charpentiers continuent à vivre, continuent à faire le travail. Mais cette fois-ci, on va insister dans un cahier de charges à ce que ce soit du bon bois. Parce qu'il ne faut pas que la confiance soit rompue encore comme avant. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, lors de leur formation, en fait, ils sont bien formés, pratiquement, ils savent tout faire. Mais en fait, ils ne les ont pas donné de diplôme. Alors, j'ai relancé les gens des chantiers de l'enfer qui les ont formés. J'ai dit, il faut que vous me donniez un diplôme, un CAP ou quelque chose. Alors, là, on va amener un, il s'appelle Pascal Barbotte, notamment. Il a dit, ou vous m'amenez les charpentiers à Douarnenez, moi je suis dans un lycée de formation, ou alors moi je me déplace, parce que lui il les a formés, jusqu'à que je vois est-ce qu'ils ont toujours encore les connaissances. Il va se déplacer, ce sera la plus facile, parce qu'ils sont 8, je ne peux pas les déplacer tous, donc c'est lui qui va se déplacer, qui va rester encore 8 jours avec eux, pour voir tout le processus, est-ce qu'ils le maintiennent. Et là, il m'a dit, il va les certifier CAP. Pourquoi le CAP? Justement, on s'est dit qu'il faut diversifier le travail. Il faut que nos charpentiers aient autre chose, qui n'est pas seulement les langes. Alors, ils font des chalets, très jolis chalets. Je ne sais pas si vous connaissez les chalets comme en Suisse et tout ça. Mais ils le font pour des particuliers dans des zones hors de la capitale, hors des grandes villes. Les gens qui ont de l'argent, ils se font maintenant des petits chalets à l'extérieur pour aller faire des week-ends. Alors, ils ont commencé, mais pour qu'ils postulent souvent, il leur faut ce diplôme. Il leur faut un niveau pour dire voilà. Parce que là, ils postulent. Ils le font pour nous, au Bandagain, parce que nous, on les connaît, on a confiance, on connaît leur travail, ils font du bon travail. Mais pour les autres, pour augmenter donc le revenu, il va falloir avoir ce diplôme-là. Donc, rien n'est perdu, tout est à recommencer. Merci. Bon, pour conclure, je vais vraiment remercier au nom de l'association Escala 7 et de nos partenaires, tous les acteurs qui se sont associés à cette dernière table ronde, tous les participants de ces 2 journées. C'était important pour nous de finir, de donner le mot de la fin aux acteurs. On n'est pas dans un monde d'utopie, on ne se raconte pas des salades, et justement que le mot de la fin soit un constat réaliste, parfois porteur d'espoir, parfois assez pessimiste. Et au moins, au bout de ces 2 jours de réflexion, on arrive avec des outils, avec le constat d'une certaine réalité. Mais comme vous le voyez, là, on a vraiment un aéropage des acteurs du bassin de Thau et de la côte occitane qui témoignent que le patrimoine chez nous aussi est encore vivant. J'espère qu'il y aura beaucoup d'interactions, j'espère que vous allez échanger vos contacts. Vous savez que Patrimoine à l'Escale n'est pas fini, puisque là, il y a un bus qui est affrété, qui est à disposition, à concurrence du nombre de personnes, pour nous amener jusqu'à Bouzigues et revenir à 21h. Donc là, il doit être arrivé, le bus. Si jamais vous êtes trop nombreux, il faudra prendre chacun nos propres véhicules. Donc on a essayé de faire pour le mieux. En tout cas, le patrimoine maritime, ça continue. Donc aujourd'hui, c'était à Patrimoine en Escale. Dans un an, ça sera à Escala 7, du 31 mars au 6 avril. Et demain, au musée de l'étang de Thau, dans les différents centres qui se sont exprimés, dans les associations, auprès des acteurs, le patrimoine maritime continue de vivre. Donc j'espère que vous aurez créé de nombreux contacts, que ça vous aura donné beaucoup d'espoir. Et puis, merci à tous pour votre participation. À bientôt. Fuori la notte fa tremare.